Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Une sensibilité retrouvée à l'autre bout du monde. Dans cet épisode, je reçois Camille Sfez, psychologue clinicienne et autrice. En 2005, Camille Sfez part étudier et travailler en Argentine. Ce qui devait être un voyage de 3 mois va durer près d'1 an et marquer un tournant important dans sa vie. Camille va nous partager ses découvertes et expériences au pays du tango, entre exploration, vie quotidienne et culture locale, sans oublier la gastronomie. De retour en France et quelques années plus tard, Camille exerce en tant que psychologue. Camille va aussi créer des cercles de femmes à Paris et écrire 2 livres, La puissance du féminin et Vulnérable. Nous allons explorer ensemble la vulnérabilité, si souvent présente dans les cercles de parole. En effet, le bien-être passe aussi par l'accueil de nos émotions. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Camille. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir à mon micro, mais merci à toi de me recevoir dans ton cabinet à Bordeaux. Tu vas nous en parler un petit peu plus. C'est très drôle de se rencontrer enfin, parce que j'aime bien toujours préciser la petite histoire du pourquoi, comment. Et c'est vrai que ça fait depuis 2-3 ans que je te suis sur Instagram, on a échangé un petit peu. Je t'ai découvert grâce à Lily Barbery, qui est une femme qui fait plein de choses et dont on va sûrement reparler dans le podcast. Je me rappelle, il y avait eu des cercles, tu avais fait sur Instagram des méditations, avec Natacha fait du yoga, il y avait eu plein de choses. On va reparler aussi de tes livres qui m'ont beaucoup touchée, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est vraiment super... ça me semble surréel en fait qu'on se rencontre aujourd'hui, mais merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots et peut-être nous donner, j'aime bien demander aux invités, un petit fun fact, une petite anecdote que tout le monde connaît peut-être pas forcément, si jamais il y en a une qui te vient. Pour me présenter. Je suis psychologue clinicienne. J'ai aussi créé la Danse Rouge de Paris en 2011. Donc en fait, j'ai beaucoup œuvré, on va dire, depuis 10 ans pour développer les cercles de parole de femmes en France. Et ces espaces sont des espaces qui me plaisent beaucoup. Voilà, je suis aussi, comme tu as dit, autrice de 2 livres qui parlent de ces sujets. En fait, je crois que la question de qu'est-ce que ça veut dire être une femme, c'est une question que je me suis posée très tôt et qui m'a beaucoup, beaucoup accompagnée ces dernières années. Et puis, une petite anecdote. En fait, on parle de ça et je me dis, moi, je suis mère de 2 garçons, donc je vis avec 3 hommes à la maison et je sais pas si c'est... Mais en tout cas, voilà, je vois qu'en grandissant, il y a de plus en plus de testostérone dans mon foyer et ça m'interroge pas mal sur ma place en tant que mère de ces garçons, en tant que femme aussi, de comment garder un équilibre, on va dire, entre toute cette testostérone, ce besoin de se battre, de parler fort, de faire des meilleurs trucs. Et puis moi, ce que je prône un peu, et peut-être aussi dont on va parler, quelque chose qui est plus dans la lenteur, dans la douceur. Voilà, ça c'est ma petite question de moment, quoi. Donc un grand mélange de yin et de yang en fait. Oui, beaucoup de yang en tout cas à la maison. J'en ai aussi pas mal, donc ça, ouais. Super, donc pour rappel, Good Visa, c'est le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Donc quand je t'ai approché, je t'ai demandé c'est quoi ton pays coup de cœur. Tu m'as parlé de l'Argentine. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à aller en Argentine, le pourquoi, du comment Oui, alors c'était la fin de mon école de commerce. Je devais, pour avoir mon diplôme, je devais partir 3 mois à l'étranger et en même temps, c'est un moment très important dans ma vie de transition entre ce monde de l'école de commerce et les études de psycho, parce que en fait, après l'Argentine, quand je suis rentrée en France, j'ai repris mes études. Donc cette année, ça a été vraiment une année de passage. Et j'ai passé du coup pas 3 mois, mais presque 1 an là-bas. Ah oui, autant. À la fois, il fallait que je prenne des cours dans une université partenaire de mon école, donc des cours d'éco. J'y allais un petit peu et puis en même temps j'ai commencé du coup à me former en psycho.
j'ai fait beaucoup de bénévolat là-bas, j'ai un peu travaillé dans un hôpital. Enfin voilà, du coup, c'était aussi le début pour moi en préparation de ma nouvelle vie, on va dire, d'étudiante en psycho. Il y a eu beaucoup de découvertes aussi qui se sont faites là-bas. Donc ça a été une année très importante dans ma vie et aussi où j'ai pu... Enfin, je pense que ça a accompagné un moment où j'ai changé un peu d'identité, on va dire, où je quittais ce côté très élitiste de la grande école et un peu de mon parcours scolaire un peu classique de bon élève, où je commençais à justement prendre conscience de l'importance de ma sensibilité, que ça c'était pas un boulet, mais que ça pouvait vraiment être au service de ce que j'avais envie de faire. Donc, au niveau identitaire, en fait, ça a été vachement important pour moi. Et puis, du coup, voilà, après, on va parler de l'Argentine, mais c'est un pays qui est hyper riche, très intéressant, très grand. Donc, ça a été aussi, voilà, beaucoup de découvertes pour moi cette année-là, quoi. Et c'est intéressant que tu dises un pays très grand, parce qu'en faisant mes petites recherches, j'ai vu que ça faisait 5 fois la taille de la France, et c'était quand même le 8e pays au monde et le 2e pays d'Amérique du Sud par la taille. Oui. Donc c'est vrai qu'on a peut-être tendance à l'oublier. Et je suis hyper contente qu'on parle de l'Argentine parce que sur cette saison de Good Visa, on a déjà abordé le Pérou, la Colombie. Donc je suis ravie qu'on continue cette découverte. Et est-ce que tu avais choisi l'Argentine ou c'était peut-être parce que c'était proposé dans ton école ou tu avais vraiment en tête d'aller en Argentine? Non, ça s'est fait un peu par hasard, mais je dirais j'avais... En fait, mon premier choix au départ, c'était de partir dans une bonne université en Espagne. Et puis, en fait, je me suis séparée de mon compagnon de l'époque quelques mois, enfin, au moment de prendre ma décision. Et je me suis dit, non, mais en fait, je m'en fous, quoi, elle va à l'autre bout du monde. Et j'avais une amie qui avait été faire un échange là-bas quelques mois avant, donc qui m'en avait parlé. Mais c'est vrai que je projetais pas grand-chose, en fait, sur l'Argentine. Je peux pas dire que c'est un pays qui, avant d'y aller, me plaisait plus que ça, enfin, m'attirait plus que ça. Voilà, c'était un peu un hasard en fait. Un hasard ou pas. Et c'est vrai que donc l'Argentine, c'est une histoire, si on commence un petit peu par la partie historique, c'est une histoire assez complexe, qui est quand même très marquée par l'occupation indigène avant l'arrivée des Espagnols. Donc si tu me permets, je vais faire un petit point historique. Donc l'Argentine, elle a obtenu son indépendance en 1816 après des luttes contre donc, la domination espagnole. Ensuite, au XIXe siècle, il y a eu une période d'instabilité politique, économique. Au XXe siècle, il y a eu des périodes de prospérité suivies de crises économiques. Oui. Et ensuite, dans les années 1970, c'était un petit peu compliqué avec des périodes de dictature militaire. Aujourd'hui, le pays, c'est une république démocratique, mais je ne sais pas si tu as vu dans l'actualité ces jours-ci, il y a donc un nouveau... Enfin, si, forcément, tu as dû le voir. Il y a donc un nouveau président ultralibéral, et c'est vrai que donc c'est Javier Milei. Et il a une certaine façon de s'exposer aux médias. J'ai vu que parfois, il venait sur scène avec une tronçonneuse à des meetings pour dire qu'il allait couper la crise économique. Enfin, c'est un personnage qui a l'air d'inquiéter un petit peu la scène. Est-ce que toi, tu as ressenti l'importance de cet héritage historique, on va dire, quand tu étais là-bas? Alors moi, j'y étais en 2000, je dirais 5, quelque chose comme ça. Non, peut-être un peu plus. Ouais, c'est ça, 5, 6, 4, 5, je ne sais plus exactement. Mais du coup, il y avait eu la grosse crise en 2001, en fait, où avant 2001, il y avait le uno a uno, c'est-à-dire qu'un peso argentin valait $1. Donc, c'était une période de grande prospérité. Les Argentins qui étaient riches voyageaient beaucoup partout dans le monde parce que, du coup, leur monnaie avait beaucoup de valeur. Et puis, il y a eu cette crise qui a fait une inflation catastrophique et qui a beaucoup dévalué la monnaie. Et donc, en fait, moi, je suis arrivée, il y a eu d'autres moments de l'histoire comme ça, mais... où il y avait beaucoup de pauvreté en fait, et c'est vrai que pour moi ça a été aussi un choc, même si j'avais déjà voyagé, même si j'avais déjà par exemple été en Inde, dans des endroits où on est aussi en contact avec beaucoup de misère, mais c'est vrai que en Argentine, moi je travaillais dans un bidonville, dans 2 quartiers en tout cas, un vraiment bidonville et puis un autre assez pauvre en fait, et c'est vrai que voilà, on voit, là-bas on est vraiment en contact je dirais, de cette précarité qui touche beaucoup de personnes dans la population. Puis tu parles de la dictature aussi. C'est vrai que je crois que les derniers... la fin de la dictature, c'était le début des années 80, fin des années 70, je ne sais plus exactement. Mais du coup, j'avais beaucoup d'amis de mon âge argentin qui avaient...
qui était né en fait au moment de la fin de la dictature où il y avait encore tous ces enlèvements. Moi, je me souviens d'aller tous les premiers mardis du mois à certains endroits sur la place de Mai à Buenos Aires, par exemple. Il y a des manifestations encore 25 ans après de parents de ces mères qui ont perdu leurs enfants, à qui on a enlevé leurs enfants, je veux dire. Et donc, il y a en fait cet héritage-là, moi, je l'ai trouvé très présent quand j'étais là-bas. Et par rapport à tout ce qui est les peuples indigènes, donc ça a profondément influencé donc, la culture et l'histoire aussi. Avec, avant l'arrivée des Européens, de ce que j'ai lu, il y avait donc des groupes tels que les Quechua, les Mapuche, Guarani. Et ça aussi, tu as ressenti l'influence au quotidien ? J'ai senti beaucoup, il y a beaucoup, ce que j'ai ressenti en tout cas, c'est beaucoup de racisme en fait de la part parce qu'il y a aussi une très grande immigration, une partie de la population qui est vraiment issue de l'immigration italienne, européenne, on va dire, je pense même au début du siècle, tu dis fin du 19e quoi. Et donc, il y a comme un peu l'élite intellectuelle, je sais pas, en tout cas une partie de la population de classe aisée, assez intellectuelle, qui se disent européens, en fait, et qui reconnaissent pas du tout leurs origines indigènes. Et il y a comme ça pas mal de... Ouais, il y a vraiment une scission. Aussi, au niveau de la population, j'ai l'impression, alors que je crois que en gros, il y a des études qui ont été faites et évidemment, tout le monde a au moins un quart de sang indigène dans son sang, parce que évidemment, les lignées ne sont pas restées pures, entre guillemets, il y en a un gros guillemets, mais... Donc, je sentais pas mal de racisme, en fait, au sein... en tout cas, entre ceux qui étaient fils d'immigrés européens et puis le peuple... Mm-hmm. Et ça, par rapport à tout ce qui va être peut-être les coutumes de ces peuples, est-ce que dans ton quotidien, je sais pas, est-ce que tu as peut-être assisté à des cérémonies ou ce genre de choses ? Non, assez peu. En fait, j'ai beaucoup évolué dans des cercles, du coup, avec, à l'hôpital avec des psychiatres, dans des espaces où j'étais là en tant que psy, on va dire, donc plutôt quand même dans des... milieu justement intellectuel, éduqué, même si les gens qu'on accompagnait, évidemment qu'il y avait de tout, mais du coup moi j'ai pas assisté à des cérémonies, à des rituels, je sais pas, des mariages ou j'en sais rien. Peut-être qu'un jour tu retourneras. Oui. Est-ce que tu peux nous dire où tu étais géographiquement parlant ? Ouais, j'étais à Buenos Aires. Ok. Je vivais à Buenos Aires et du coup j'en ai profité aussi pour voyager un peu, donc c'est vrai que je disais, c'est un grand pays. C'est vrai que quand on va en Patagonie, au bout du monde, là, à Ushuaia, le bout du monde, c'est très différent que le nord du Brésil, le nord de l'Argentine qui est proche du Brésil, où il y a Iguaçu et les cascades. Et donc, en fait, l'Argentine, c'est un pays qui a plein une variété de régions, de paysages et aussi de cultures vachement grandes, quoi. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça, j'étais épatée de voir qu'il y a vraiment 3 zones bien distinctes, comme tu l'expliquais, avec donc le nord qui va faire plus tropical, avec ces chutes d'eau qui sont parmi les plus impressionnantes au monde. Tu as pu les voir du coup ? Oui. Oh, excellent. Et donc toute cette forêt tropicale, ensuite l'ouest qui est plus marqué par le relief de la cordillère des Andes, forcément. L'est où ça va être un peu plus climat tempéré avec ses vastes plaines mais quand même aussi un peu subtropical, et le sud comme tu l'expliquais, c'est vrai que j'avais jamais réalisé que la Patagonie s'était rattachée à l'Argentine, donc il y a aussi ce qu'on appelle cette terre de feu, et donc terre de feu c'est le nom donné à l'archipel qui se trouve vraiment à l'extrême sud du continent sud-américain, et la capitale de cette province, c'est donc Ushuaia, qu'on appelle effectivement le bout du monde. Et c'est vrai que de reconnecter un peu tous ces points, je me suis dit, c'est incroyable. Et donc toi, est-ce que tu as été tout en bas à Ushuaia ? Oui, j'étais à Ushuaia dans un moment, je sais plus trop, ça devait être fin août, début septembre, quelque chose comme ça. Donc c'est la fin de l'hiver là-bas. Et je sais pas, c'est impressionnant en fait de se dire qu'en fait on voit l'étendue d'eau devant nous et qu'après c'est le pôle sud, quoi. Qu'il n'y a rien d'autre. C'était un peu triste quand même comme ambiance. Enfin triste, je sais pas, c'est pas très... C'est une petite ville en fait. Mais je me souviens de ces
de ces plages où il y avait des lions de mer qui étaient là, et voilà, des pingouins, et puis cette sensation d'être au bout du monde, quoi, d'avoir tout le continent derrière, en fait, c'est... je sais pas, j'imagine que peut-être il y a d'autres endroits dans le monde où on peut avoir cette sensation-là, mais c'est vrai que c'est étrange de se dire, voilà, après, il n'y a plus rien. C'est fou. Et justement, c'est vrai que quand on est en Patagonie, il y a aussi les glaciers. Oui. Est-ce que ça, tu as pu apercevoir? Parce que ça doit être impressionnant. J'ai lu que c'était l'une des rares masses glaciaires au monde qui continue de croître plutôt que de rétrécir. Ah oui. Donc ça doit être imposant. Ah oui, c'est imposant. Donc il y a évidemment des visites un peu touristiques de ces glaciers où on va en bateau, vraiment comme dans les images de films de banquise, quoi. Enfin, ces glaciers sont magnifiques, ils sont vraiment très bleus, très grands. C'est vraiment des falaises, comme des falaises rocheuses, mais de glace, quoi. On peut aussi monter sur le glacier, escalader. Donc c'est... Ouais, j'ai jamais vu ailleurs des paysages comme ça. C'est vrai que c'est très... Des paysans, c'est un mot un peu simple, mais enfin, c'est vrai que c'est un choc de pouvoir voir ça. Et tu vois, je savais pas que ça continuait de croître. C'est une bonne nouvelle. Oui, heureusement qu'il y en a, un peu. Et c'est vrai que c'est fou de se dire, t'étais à Buenos Aires, est-ce que t'as été du coup un peu dans les zones un peu plus tropicales? Bah oui, tu nous disais avec les cascades. Oui. Donc de passer de ce côté tropical au côté glacier, ça doit être incroyable de... En fait, c'est des super réseaux de bus là-bas. Et tout se fait en bus. Donc on peut passer parfois 12 heures, 15 heures dans un bus, parce que pour Rogny, c'est assez loin. Mais du coup, c'est des bus hyper confort. Et donc, ouais, j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé. Disons, comme je suis restée 1 an, j'ai fait... Et c'est vrai que... Je pense que c'est un enjeu aussi pour cette patrie de se sentir unifiée, alors qu'il y a des cultures, des paysages et des modes de vie hyper différents. En fait. Et je suis ravie que tu aies abordé aussi la biodiversité. C'est un sujet aussi qui me passionne à chaque fois dans ces épisodes de podcast. Donc, tu as parlé de cette colonie de manchots que tu as aperçue. C'est une des colonies les plus importantes de manchots au monde. Et il y a aussi, suivant les régions, j'ai vu qu'il y avait donc le guanaco. Je ne sais pas si ça te parle. C'est un camélidé sauvage. Donc, c'est un peu un cousin de l'alpaga, des lamas. Oui. Donc, il y en a énormément là-bas. Est-ce que tu as pu en apercevoir ? Alors, oui, tu vois, là, je mélange parce que j'ai voyagé au Pérou aussi et il y a un autre moment dans ma vie, mais du coup, je me dis, est-ce que c'était vraiment en Argentine que j'en ai vu? Probablement dans le nord-ouest, mais ouais, j'ai pas de souvenirs. Et peut-être d'autres espèces que tu as pu apercevoir là-bas? Qui seraient comme ça un peu exotiques. Par exemple, est-ce que ça te parle, les nandous? Les sortes d'autruches, apparemment, il y en a beaucoup en Argentine. Et après, suivant les régions, il y a beaucoup de jaguars, de pumas, de tapirs, de variétés de singes. Mais aussi, quand on va plus du côté d'Ushuaia, les baleines, les orques, comme tu le disais, les lions de mer. Oui. Ça doit être fou de passer du jaguar à la baleine. Oui. Mais j'avoue que j'ai vu ni jaguar ni baleine là-bas. Mais, tant mieux pour les jaguars, j'ai envie de dire. Mais... Ouais, c'est sûr que c'est un territoire tellement grand qu'il est aussi pas mal sauvage, hein, mais même sans aller si loin, la Pampa, toutes ces étendues, même autour de Buenos Aires, en fait, qui sont des étendues toutes plates où on peut faire des heures et des heures de voiture sans croiser rien, que juste des terres et du plat. C'est impressionnant, en fait. C'est vrai que c'est pas du tout les mêmes proportions qu'en France. Oui, ça doit faire bizarre. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter maintenant peut-être un petit peu plus ton quotidien? Donc, t'es arrivée là-bas, t'avais déjà ton stage, enfin non, c'était pas un stage... C'était un échange. Ton échange, donc dans un hôpital, dans une Alors, clinique. mon échange, en fait, c'était avec la fac, une des écoles, on va dire, de Buenos Aires. C'était avec ma fac d'éco, mon école de commerce. Donc, il y avait... à la fois des gens qui venaient un peu de toute l'Amérique latine et un peu d'Europe, tu vois, qui venaient se former là-bas. Donc, j'avais des cours. Je suis arrivée dans une coloc de Français, on va dire. Il y a beaucoup d'Argentins qui parlent français, qui connaissent la France. Justement, par cet héritage de la migration, on va dire, européenne. Et puis parce que je pense que
pour une partie de la population, voilà, le français, c'est aussi une langue... Enfin, ça devait peut-être être important de parler français, j'en sais rien. Mais donc, du coup, dans la coloc dans laquelle je suis arrivée, c'était des Français qui se refilaient leur place de stage en stage. Et puis, moi, je savais pas si j'allais y rester un an. Enfin, je savais que pour avoir mon équivalence en psycho et donc rentrer en licence de psycho à mon retour, il fallait de toute façon que j'attende la rentrée suivante. Je suis arrivée l'été, en juillet, août, et je savais qu'il fallait que j'attende septembre de l'année suivante. Donc, j'avais comme ça quelque chose qui était assez ouvert. Et dans mon quotidien, il y avait les cours, donc des cours qui ont duré 3 mois. Et puis, assez vite, en fait, j'ai rencontré, par exemple, je me souviens, j'avais 2 amis qui étaient psychiatres, qui venaient faire un échange dans un hôpital en Argentine. Donc, elles m'ont permis d'intégrer l'hôpital. Et en fait, la psycho, là-bas, c'est vachement développé. Tout le monde fait une psychanalyse. Il y a quelque chose... Donc, j'ai pu comme ça rentrer dans différents espaces. Après, je suis allée m'inscrire à un cours de psychodrame. Et le prof de psychodrame m'a un peu pris sous son aile. Du coup, il m'a permis de rentrer dans ces espaces de bénévolat que j'ai pu faire, dans un internat, dans un quartier, on va dire une maison de quartier pour enfants. Donc, il y avait toutes ces petites expériences. Et puis quand même, c'est vrai, la vie un peu d'expat, de rencontrer aussi beaucoup de Français qui venaient là-bas faire leurs études. Donc, c'était une vie de beaucoup de fêtes aussi, et de voyages. J'avoue que c'était chouette comme quotidien. Ouais. C'est vrai que ça, c'est assez fou. Je te rejoins un petit peu sur ce côté. À l'étranger, on finit beaucoup avec des Français, même si on se dit, OK, je suis dans le pays, je dois m'adapter. Je le vois, j'ai vécu à l'étranger et c'est comme s'il y a quelque chose qui, même si on se dit, je veux vraiment m'intégrer avec la culture locale, on ne peut pas s'empêcher de se retrouver, de tomber sur les seuls Français de la ville et ce genre de choses. Ça facilite, mais en fait, c'est marrant parce que je le vois en étant arrivée à Bordeaux, tu vois, je vois que j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas tellement d'ici. C'est vrai que quand tu as ta vie, là, je pense aux Argentins qui ont leur vie, ils vont pas forcément faire l'effort de tisser des relations. Alors après, moi, j'avais une très bonne amie argentine qui vivait à Paris, que je connaissais depuis des années, et qui est rentrée passer quelques semaines de vacances au moment où moi je suis arrivée en Argentine. Donc elle m'a présenté sa famille, ses cousins, ses copains, et donc j'ai aussi été très vite intégrée dans une bande de jeunes de mon âge. Donc j'ai quand même pendant toute cette année tissé pas mal de liens avec un petit groupe, on va dire, voilà, de 5-6 personnes. Et donc j'ai été, voilà, quand tu me parlais de rituels ou d'événements, j'en ai pas vu, mais bon, ce qu'ils appellent les parrillades, donc les barbecues, on va dire, du dimanche à la campagne, j'ai beaucoup fait ça, parce que du coup, j'étais quand même pas mal voilà, dans ce groupe-là, quoi. Et ça me fait une super transition pour la partie gastronomie, parce que ça aussi, c'est vrai que j'aime bien faire voyager les auditeurs et auditrices à travers ça. Donc, j'ai vu qu'effectivement, tout ce qui était krill, grillade et tout ça, c'était une grande partie de leur culture. Avec donc cette viande asado, c'est bien ça ? Oui. Ce côté barbecue où on dit que c'est apparemment vraiment, comme tu l'expliques, une expérience sociale, où c'est cuit sur le grill, ça comprend une variété de viande, souvent accompagné de, tu vas peut-être mieux le prononcer que moi, de chimichurri. Oui, c'est ça ? La sauce, chimichurri, exactement. Ouais. Donc cette sauce à base de persil, d'ail, de vinaigre et d'huile d'olive. Et il faut savoir que les Argentins sont parmi les plus gros consommateurs de viande. Oui. Donc c'est vrai que ça fait partie de leur culture en fait. Complètement. En fait, ils ont tellement des étendues immenses pour nourrir leurs vaches, je dirais, que en fait il y a une grande, je sais pas si c'est si simple que ça, mais il y a beaucoup d'élevage en fait. Il y a vraiment cette culture de la viande. Donc l'assado, c'est c'est une journée entière, quoi. C'est une journée entière de préparation du feu. Donc c'est vraiment, on pourrait dire, c'est un feu dehors, comme quand on fait un feu de camp, quoi. Je veux dire, donc d'abord il faut qu'il brûle, ensuite ça devient des braises, ensuite on met des kilos de viande à griller. Il y a pendant tout ce temps le maté qu'on boit et donc, je sais pas, c'est vrai que c'est des journées entières autour de cet asado où, du coup, on invite souvent du monde. Je dirais, quand on fait des barbecues en France aussi, probablement, là, il y a quelque chose, en fait, de cette, un peu des mesures de
toute la taille des habitations. Bon, après, moi, j'ai rencontré les Argentins que j'ai rencontrés. C'était aussi des gens qui avaient un certain niveau de vie. Donc, ils avaient des maisons en dehors de Buenos Aires où ils se retrouvaient aussi dans les maisons de campagne, quoi, on va dire, pour faire ça. Voilà, avec encore je dirais des gens qui s'occupent de la maison, le jardinier, le cuisinier, enfin bon, voilà, des choses qui nous paraissent aujourd'hui, pour nous en tout cas, assez lunaires, en fait, un peu d'un autre siècle. Je pense qu'il y a une partie de la population en Argentine qui vit comme ça, un peu dans un autre siècle. Ouais, mais c'est vrai que leur viande est incroyable. Désolée pour les végétariens. Désolée, c'est vrai. C'est vrai, dans mon quotidien, je mange pas beaucoup, mais là, ouais, clairement. Et justement, tu parlais du maté, donc apparemment c'est la boisson nationale en Argentine, donc c'est une infusion de feuilles de yerba maté, et donc ils disent qu'il y a apparemment des rituels aussi associés à ça, donc est-ce que, tout comme le barbecue, tu as vraiment tout un... Oui, il y a un petit rituel, alors il y a ça se boit, je sais pas comment ça s'appelle, je me souviens plus du nom de cet objet qui ressemble un peu à une petite gourde, on pourrait dire qui tient chaud, en fait, où on met toutes ces herbes, et puis on a un thermos d'eau chaude, et l'idée c'est de mettre de l'eau chaude, il y a une petite paille, et donc en fait, on va faire tourner cette gourde, chacun va rajouter de l'eau chaude, boire son maté, et puis remettre de l'herbe, et puis faire tourner la gourde. Donc c'est les Argentins, ils boivent tous du maté, c'est comme, c'est leur thé, leur café, ils en boivent toute la journée, mais c'est vrai que du coup, voilà, c'est aussi quelque chose qui est social, convivial. C'est assez excitant, en fait, dynamisant, enfin, voilà, peu importe. Mais ouais, c'est très bon, c'est très amer. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant que tu parles de ces petits récipients avec la paille, je le vois maintenant. Est-ce que tu as mangé aussi des empanadas, ces petits chaussons fourrés, généralement cuits au four, où il y a différentes garnitures? Est-ce que ça t'en a beaucoup là-bas? Beaucoup, des empanadas. C'est pareil. Par exemple, ces journées où on fait l'assado, on peut aussi se retrouver pour préparer ensemble les empanadas. Mais bon, il y a aussi des vendeurs partout, à tous les coins de rue. C'est en fait, je sais pas, c'est un peu comme manger des sandwichs là-bas. Enfin, je sais pas si on peut faire une comparaison, mais c'est sûr que voilà, ces petits chaussons fourrés, on en mange énormément. Ouais. Ça me donne faim. Après, il y a aussi toute cette partie sur le dulce de leche. Voilà, on va y arriver, mes années d'espagnol sont un peu loin. Donc c'est cette confiture de lait sucré qui est utilisée dans de nombreux desserts argentins. Oui. Et moi, je me rappelle, pour la petite anecdote, quand j'étais au lycée, il y avait un échange, c'est dans loin, un échange scolaire aussi, où j'avais donc une correspondante argentine qui est venue passer un petit peu de temps dans ma famille. Et je me rappelle qu'elle arrivait avec ses petits, donc les alfajores. Ouais, les alfajores. Voilà. Ces espèces de petits gâteaux, des biscuits fourrés qui sont nappés de sucre glace, des fois de chocolat, et à l'intérieur, il y a ce caramel. Ouais. Et j'en ai pas remangé depuis le lycée, j'en ai pas retrouvé, mais c'est vrai que c'est pour tous les fans de sucre, mais le dulce de leche, c'est incroyable. C'est très bon, c'est vrai. Bon, pour les Bordelais, il y a, comment ça s'appelle, ici en Argentine, ils font des très bons alpha. Ah, c'est vrai. Encore une fois, désolée, c'est une adresse bordelaise. Mais oui, c'est vraiment, pareil, on peut en acheter des industriels un peu partout, mais c'est très bon, et c'est vrai que c'est typiquement argentin, on en mange tout le temps, partout, beaucoup. Ouais, j'ai une grosse consommation d'alfajor, même pas. J'adore. Et dernier petit point sur la gastronomie, je ne sais pas si tu le savais, mais j'avais oublié que l'Argentine est aussi hyper reconnue pour ses vins. Oui. Et en particulier le Malbec, et c'est le 5e producteur du monde. Est-ce que ça, du coup, t'as ressenti aussi Alors, oui, il y a vraiment, on va dire, ce goût du vin, cette culture du vin, cette fierté aussi, tu vois, que ce soit un produit qui est beaucoup exporté, je pense. Après, les vins argentins, moi, je les trouve hyper lourds. Malbec et Syrah, c'est un peu les deux cépages là-bas. Ils sont vraiment assez lourds, assez cherchés en alcool. Enfin bon, c'est pas tellement des vins que j'ai aimé boire aujourd'hui. Je saute pas sur l'occasion pour boire un vin argentin, mais c'est vrai que ça fait partie de leur fierté, de leur culture. Complètement. Et je me permets pour clôturer ce chapitre sur gastronomie, de rebondir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure.
sur le fait que tout le monde fait une thérapie là-bas. Oui. J'ai vu que l'Argentine détient le record du monde de psychologues par habitant. Il y a un psychologue pour 500 Argentins. Eh ben, tu vois, je savais pas non plus, mais ça m'étonne pas. En fait, il y a quelque chose d'hyper banalisé. Je saurais pas trop expliquer pourquoi. En fait, je pense que ça doit s'expliquer aussi historiquement. Voilà, mais il y a une très grande... il y a beaucoup d'associations. La psychanalyse est très présente en Argentine et c'est vraiment, je pense, un des pays dans le monde où elle est le plus présente. Et il y a une culture, en fait. On va chez le psy un peu comme on va chez le dentiste ou le coiffeur. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'assez banal. Tout le monde fait... Enfin, tout le monde, évidemment pas tout le monde, mais je veux dire, il y a quelque chose d'assez commun à faire une thérapie. Voilà, peut-être aussi parce que c'est quand même c'est quand même une culture qui a une manière de concevoir le rêve, l'imaginaire, et du coup un accès aussi, je pense, à l'inconscient, tu vois, plus simple qu'en Europe en fait, qu'en France. Et donc il y a comme ça cette capacité à écouter l'inconscient. Qui est assez développé culturellement, même si on ne fait pas de thérapie. Et donc, il y a quelque chose qui paraît assez accessible, je pense. C'est fou. Est-ce que tu l'as ressenti au quotidien quand tu rencontrais des gens? C'est quelque chose d'assez, comme tu dis, libre, de dire, moi, je fais une thérapie. Alors qu'en France, j'ai l'impression que c'est en train de changer un petit peu. J'ai l'impression, par exemple, moi, maintenant, quand je dis à des amis, je suis une psychologue... Il y a des années, je ne me serais jamais vue dire ça. Et même, j'ai des amis qui me disent, tu sais quoi, moi aussi, ça devient beaucoup plus libre. Et c'est assez inspirant de voir qu'un pays comme l'Argentine est vraiment axé là-dessus, du coup. Oui, c'est... Tu vois, je me dis, c'est un peu... Je pourrais savoir pourquoi, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est sûr que tout le monde... tu te dis, je fais une thérapie, je vais voir mon psy. Ouais. Et peut-être, pour terminer ce chapitre sur l'Argentine, vu que tu as pu côtoyer des locaux et ainsi de suite, est-ce que tu as ressenti quelque chose d'assez particulier dans leur culture que tu trouverais différente de la nôtre? C'est peut-être plutôt l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai été vraiment frappée de me sentir chez moi là-bas tout de suite, aussi parce que... En fait, en tout cas, Buenos Aires, c'est une ville qui est très européenne. Il y a des quartiers de Buenos Aires qui pourraient ressembler à des quartiers de Paris, des avenues, où en fait, il y a quelque chose dans la culture, je sais pas, la manière de vivre. Enfin, il y a quelque chose là-bas que j'ai trouvé très proche, en fait, de ma culture française, parisienne. Donc c'est plutôt ça. Si tu veux, ce qui m'a choquée, surprise en arrivant, c'était ça, de me sentir en fait tout de suite chez moi, même si on est à l'autre bout du monde, ce que j'ai pas du tout senti. Alors je connais pas du tout bien les autres pays d'Amérique latine, mais par exemple j'ai voyagé au Pérou, au Brésil, pas du tout. Alors là, on sent que c'est complètement différent. Et il y a quelque chose, de très européen dans cette ville, en tout cas de Buenos Aires. Ok. Donc c'est vrai que peut-être pour quelqu'un qui veut découvrir l'Amérique du Sud, peut-être commencer par l'Argentine, si on va avoir une petite transition. Oui, c'est facile, je pense. Je ne connais pas beaucoup de monde qui n'aime pas Buenos Aires. C'est assez facile d'aimer cette ville. Ouais. Et j'arrête pas de dire, pour conclure ce chapitre sur l'Argentine, mais c'est vrai que je repense encore à plein de choses. Et là, de t'écouter parler, en plus, petite parenthèse, je suis tellement contente qu'on puisse parler de ton expérience là-bas, parce que c'est vrai qu'on t'as déjà fait plein de podcasts où t'as parlé de plein de sujets dont on va parler pour la deuxième partie. Mais t'entendre parler voyage, je suis super contente. C'est vraiment très chouette et c'était le but aussi de ce podcast, de pouvoir recevoir des gens qu'on est peut-être habitués à entendre sur un certain sujet et là d'évoquer d'autres parties de leur vie. Donc merci pour ça. Et je me dis, il y a quand même pas mal d'hommes qui écoutent ce podcast et je me dis, si je ne parle pas de football, en parlant d'Argentine, Maradona. Voilà, avec le fameux Maradona. Et donc, c'est une passion nationale en Argentine, le football, avec donc Diego Maradona, il y a aussi Lionel Messi. Et je ne sais pas si tu le savais, mais j'ai découvert dans mes recherches que l'Argentine a adopté une loi
qui interdit aux gens de donner à leurs enfants le nom de Messi. C'est vrai. En référence à Lionel Messi, parce qu'en fait, ça créait trop de confusion. Quand il y avait des victoires, il y avait trop de naissances avec des enfants qui portaient ce nom. Dingue. Et malgré cette interdiction, il y a quand même encore des parents qui veulent nommer leur enfant Messi, donc je trouvais ça assez drôle. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un autre sport que j'ai trouvé assez surprenant qui s'appelle le pato. Est-ce que ça te parle ? Non. Parce que le pato, donc apparemment, c'est un sport qui combine des éléments du polo et du basketball, mais à cheval. Du polo et du basket. Oui. Maintenant que tu me dis ça, tu vois, je le remets. C'est vrai que le polo, après, c'est pareil, hein, c'est pas toujours toute la population joue au polo. Bien sûr. Mais c'est quand même, ça fait partie de leur culture, clairement. Et oui, maintenant que tu m'en parles, je me souviens de conversation à ce sujet. J'ai jamais vu de match, on va dire, ni de polo, ni de pato, mais... Je me dis, c'est quand même fou, ces inventions. Et le dernier petit fun fact, c'est en fait, l'Argentine, ça vient du mot argentum, qui signifie donc argent. Et en fait, parce que j'aime bien les petites origines et légendes aussi, et l'origine de ce terme remonte aux premiers explorateurs européens qui ont exploré la région au XVIe siècle, et notamment un explorateur espagnol, Sébastien Cabot. Et en fait, on pense qu'il aurait utilisé ce mot argentum en référence aux rivières riches d'argent à l'époque. Et c'est pour ça que le nom Argentine serait resté. Mais malheureusement, maintenant, ils disent que les découvertes en argent dans ces rivières ne sont plus vraiment voilà, plus d'actualité. Mais bon, j'aime bien avoir cette... C'est vrai que c'est intéressant, je ne savais pas du tout. Cette petite note. Et maintenant, on va passer sur d'autres sujets. Et ça fait un petit peu le lien avec ce que tu disais sur... je trouve les gens qui sont là-bas beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus sur cette idée de communication avec des thérapeutes. Un des sujets que j'aimerais beaucoup aborder avec toi quand on parlait quelle est la source de ton bien-être au quotidien, c'est vrai qu'il y a 2 sujets qui reviennent beaucoup, c'est les cercles de femmes et la vulnérabilité. Tu as d'ailleurs écrit un livre là-dessus, on va revenir. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce que c'est un cercle de femmes ? Oui, un cercle, c'est un espèce de parole en fait. De parole et d'écoute où là des femmes, mais ça peut être des hommes, ça peut être des cercles mixtes, en tout cas des gens, on va dire des femmes, pour répondre à ta question, se réunissent sur le temps de 2 ou 3 heures avec, on va dire, un outil de communication particulier qui fait que chacune va pouvoir raconter ce qu'elle a envie de raconter pendant en gros 10 minutes, peut-être un peu moins, mais et que personne ne va reprendre ce qui est dit. Et donc du coup, ça permet... de parler de choses dont on ne parle pas ailleurs, ça permet de montrer justement sa vulnérabilité sans que quelqu'un nous dise « Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va aller mieux » ou « Tiens, voilà le contact d'un psy » ou... Mais vraiment de pouvoir dévoiler en fait des choses de nous dont on ne parle pas ailleurs et d'avoir des témoins, d'avoir une écoute. Et donc c'est vraiment des espaces, on va dire, de parole et d'écoute où cette écoute, elle est favorisée par une qualité de présence. Et donc... Pour la personne qui parle, c'est super de pouvoir déposer un bout de son histoire et d'avoir des témoins, mais c'est aussi tellement riche d'entendre les témoignages des unes et des autres. Et voilà, souvent, évidemment, les témoignages rentrent en résonance. Moi, j'ai quelque chose dans ma vie, toi, tu vis complètement autre chose, mais ça quand même, ça résonne. Et donc, ça permet de se sentir soutenu, de prendre du temps aussi pour, si on y va régulièrement... s'asseoir avec soi-même, quoi, un peu se regarder en face, faire le bilan de ce qu'on vit, comment on est. Et puis, c'est vraiment soutenant d'avoir un peu... Pour moi, c'est un peu comme avoir un GPS pour être humain, quoi. En fait, on n'a pas de GPS, c'est personne qui nous dit comment vivre notre vie, comment faire nos choix, comment sortir de situations conflictuelles. Et là, d'entendre les uns et les autres raconter des bouts d'histoire, en fait, c'est hyper soutenant aussi pour savoir comment nous, on a envie... de faire dans nos vies, quoi. Et justement, si tu me permets de citer donc un de tes livres, tu as sorti La puissance du féminin aux éditions Le Duc. Oui. Et là-dedans, tu parles aussi des cercles de femmes. Et si tu permets, j'ai pris un long extrait, mais je trouve que ça, même si tu viens de nous le résumer, c'est tellement bien écrit. Donc tu dis « Une histoire est en train de s'écrire, celle d'un féminisme d'un nouveau genre, émergeant un peu partout sur la planète. Des femmes se rassemblent pour cheminer vers l'expression de leur plein potentiel, avec authenticité dans le respect des autres. Elles ne pensent pas en opposition aux hommes, en sont encore moins leurs victimes. Elles reprennent leur pouvoir, celui d'une communication juste, du choix de leur place dans la société,
du soin qu'elles apportent à leur corps et à la planète avec la conscience d'être reliées aux autres, donc ce que tu disais. Elles pacifient leurs conflits intérieurs et c'est là le plus grand enjeu. Ces femmes savent que ce n'est qu'en se changeant elles-mêmes qu'elles transformeront le monde, alors elles œuvrent pour mettre fin aux tensions qu'elles portent. Elles veulent pouvoir être à la fois fortes et vulnérables, donc ça aussi on va revenir sur la vulnérabilité, se construire en alliance avec l'autre sexe et avec le leur et perçoivent qu'en restaurant leur équilibre intérieur, elles guérissent toutes les générations. Je crois au pouvoir des histoires qui servent d'inspiration lorsque la parole devient une médecine. Une personne raconte un morceau de son vécu, en partage les émotions et les détails qui l'ont touché, et ainsi nous accédons à l'universalité d'un témoignage individuel. C'est exactement de cette manière que fonctionnent les cercles de femmes, en se fondant sur des vécus uniques qui réveillent les histoires de chacune, car nous sommes toutes reliées. C'est tellement bien écrit. Donc c'est vrai que au-delà d'une guérison individuelle, comme tu l'expliquais, il y a rencontrer un cercle de sœurs, comme tu l'expliquais, où il n'y a pas de jugement. Et si je peux me permettre de partager mon expérience, c'est vrai que dans le cadre de mes formations de yoga et de plein d'autres choses, j'ai découvert ce que c'était. J'ai pas tout de suite compris en fait que je faisais des cercles de parole. Où, donc, comme tu l'expliquais, on se retrouve en général assis pour avoir ce côté un peu cosy, se mettre au sol avec des petits plaids, des petits coussins pour favoriser un peu se mettre à l'aise entre nous. Et c'est vrai que j'ai l'impression, comme tu le disais tout à l'heure, tu parlais de miroir, il y a des cercles de parole où je me disais, mais je me retrouve en chacune des femmes, alors que c'était peut-être des femmes que je connaissais par le cadre de la formation, ainsi de suite, mais je ne les connaissais pas vraiment. Et en fait, je me disais, mais on a le même vécu pour telle histoire ou telle histoire. Et donc ça, tu continues à l'observer, j'imagine, au quotidien. En fait, c'est vraiment super riche quand on quitte justement peut-être nos manières d'être au monde, de vivre, etc. Et qu'on va toucher ce qui nous touche, nos émotions, nos ressentis, forcément, en fait, on retrouve quelque chose de commun. Et il y a quelque chose qui est vraiment intéressant dans le cercle, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui est dans une posture haute qui va donner son avis ou porter un regard, et qu'en fait, c'est vraiment dans la résonance. Je crois que ça, c'est vraiment, ça fait partie des étapes de constitution d'un groupe. Il y a en psychanalyse Didier Rozieux qui a travaillé beaucoup sur l'enveloppe psychique groupale, et en fait, il y a toujours ce moment dans un groupe où les fantasmes circulent, on pourrait dire des projections, et donc on se retrouve, en fait, ça fait partie du fait de s'asseoir en cercle, en groupe, de se dire, mais tiens, mais ça c'est une partie de moi, ça c'est une partie de moi, mais je le vois à chaque cercle. Vraiment, c'est vrai que c'est... je crois que moi, en tout cas, ça m'aide vraiment à faire le tri dans ce que je vis, à relativiser certaines choses, à prendre conscience de mes désirs, à me forcer à passer à l'action. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur, tu en parles justement dans ton livre « La puissance du féminin » quand tu parles des cercles, la qualité de l'écoute aussi qu'il y a, je trouve qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en fait. En fait, dans notre vie quotidienne, il y a très peu d'espace où on est vraiment juste écouté. Souvent, on est écouté, et puis ce qui vient un peu vite après le petit temps d'écoute, c'est les conseils, c'est la sympathie, c'est on va minimiser ce que dit l'autre pour le rassurer, on va lui dire, bon, maintenant, ça suffit, on parle d'autre chose, tiens, viens, on va boire un verre, machin. Donc, en fait, il y a assez peu d'espace dans nos vies où on est simplement écouté. Et en fait, il y a quelque chose dans le silence de l'autre qui ne va pas rebondir, qui ne va jamais reprendre, ni me dire que c'est bien, que c'est pas grave, ni me donner un conseil, rien. Il y a quelque chose dans ce silence, en fait, qui fait du bien, parce que ça permet aussi de se réapproprier son histoire. Je ne raconte pas mon histoire pour que quelqu'un d'autre vienne la fixer, entre guillemets, la réparer ou me soulager. Je raconte mon histoire parce que je sais que dans ce processus-là, que d'autres en aient entendu un bout, ça vient me nourrir, en fait. Et c'est vraiment ça qui est assez magique, justement, dans cette écoute, et qu'on ne trouve pas dans les autres espaces du quotidien, quoi. Et c'est vrai que tu expliques aussi dans le livre, il y a ce côté où ça nous force un peu à aller dans nos retranchements, parce que des fois, quand on est dans un dialogue, on se dit, bon, ben là, j'avais peut-être pas envie d'aller creuser sur le sujet, la personne est en train de répondre à autre chose, de changer de sujet. Et après, il y a aussi ce côté, bon, ben on a nos 10 minutes,
Oui, Donc, on se lance et on va puiser. Au fond, c'est un challenge aussi pour certaines personnes, j'imagine. Oui, il y a des personnes pour qui c'est très dur de parler aussi longtemps, donc des personnes qui vont rester dans le silence. Souvent, en fait, ce que j'observe, c'est que quand on dit aux gens non, mais il te reste du temps, alors il y a un petit temps de silence, et puis après, on retrouve des choses à dire. Mais en fait, souvent dans un cercle, on parle pour soi. C'est-à-dire que je parle pas pour expliquer aux autres ce qui m'arrive. Je sais que les autres sont là pour m'écouter, mais je parle pour, en fait, m'entendre moi-même, quoi. Et ça aussi, bien sûr, dans un espace thérapeutique, chez le psy, on parle pour s'écouter, mais à part ça, du coup, il n'y a pas tant d'espace pour le faire. Et c'est vrai, ce silence, justement, ça, comme tu l'expliquais, des fois, on va avoir un moment de silence, comme on le disait, donc ça te pousse à aller chercher. Mais il y a aussi quelque chose de très réparateur, je trouve, dans ce silence où ça nous laisse un peu le temps d'intégrer, parce que si, par exemple, au bout de 5 minutes, disons, je parle un peu vulgairement, on lâche un gros morceau, comme tu le disais, de ne pas avoir tout de suite quelqu'un qui va venir dire « Non, mais c'est pas grave, ça va bien se passer, ainsi de suite », ça nous laisse aussi le temps d'intégrer, en fait, la puissance de ce qu'on vient de dire, en fait. D'intégrer, de prendre la mesure, de sentir aussi qu'en fait, c'est justement à cet endroit-là que ça donne de la puissance, entre guillemets, de partager sa vulnérabilité. C'est qu'en fait, je peux sentir que j'ai dit des choses peut-être qui me mettent à nu ou qui me donnent ce petit tremblement intérieur. Et en même temps, je suis toujours là. Et les autres continuent à me regarder avec bienveillance et que je vais pas être jugée, que je vais continuer à être accueillie, que je vais survivre en fait à ça. Et il y a un mécanisme qui est très... qui est très courant, en fait, on déteste se sentir vulnérable. Donc, en fait, notre vulnérabilité, on a envie toujours de la mettre de côté. Mais c'est vraiment un réflexe, et c'est un réflexe de survie, et bien sûr que... Et c'est normal aussi de la mettre de côté. Mais du coup, dans ces espaces de pouvoir être en contact avec cette vulnérabilité, on se rend compte qu'elle n'est pas si terrifiante que ça, en fait. Et c'est là où, justement, le fait qu'il n'y ait pas d'intervention d'un tiers extérieur qui vienne nous rassurer, ça permet de sentir ça permet de sentir, en fait, je vais dire des choses, moi j'entends dans les cercles des femmes qui disent qu'elles ont du mal à aimer leur enfant, qu'en fait elles veulent quitter leur mari, je sais pas, des choses qui sont dures, tu vois, où elles m'ont raconté une histoire qu'elles ont vécue terrible, et du coup, le fait de le dire, c'est un peu comme si on crevait l'abcès, d'une certaine manière, un cerveau, quelque chose, et on est toujours là, et on est toujours debout, et ça c'est en fait pas mal en puissance. Parce qu'en plus, comme tu le dis, ça permet d'aborder des sujets parfois tabous. Même entre amis, on a peur d'être jugé. Enfin, je vois l'autre jour, j'ai une amie qui m'a confié une petite chose. Et en fait, elle me disait, mais j'osais pas en parler. Pour moi, j'ai l'impression que c'était tabou. Et c'est vrai que dans ces moments-là, j'ai envie de lui dire, mais tu sais, par exemple, dans un cercle de femmes, ça serait quelque chose qui serait super bien accueilli. Parce que j'ai réagi comme j'ai pu face à sa confidence. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le fait que justement, vu que personne répond, on peut en fait tout déposer et c'est comme si ça venait ouvrir un petit cadenas qu'on ne pourrait pas ouvrir dans d'autres endroits en fait. Oui, parce que dans d'autres endroits, il y a une parole qui est sociale, donc qui reste, on va dire, quand même à la surface des choses. Et puis parce que si je confie quelque chose à une amie, je sais qu'elle va vouloir me rassurer, me donner un conseil. Et du coup, parfois, je peux... Alors parfois, il y a vraiment des histoires dont je ne peux pas parler ailleurs. Là, je pense par exemple aux fausses couches, aux avortements, aux abus, enfin des sujets en fait qui sont durs à aborder comme ça dans une parole sociale. Mais il y a aussi des sujets dont je peux parler ailleurs. Mais du coup, si j'en parle dans le cercle, je vais pouvoir m'en parler différemment parce que je sais que personne ne va poser des mots sur ce que j'ai dit. Et donc là, ça permet peut-être de s'approprier son histoire pleinement, quoi. Et ça fait référence aussi à, tu expliques, poser des mots, l'effet bénéfique sur le psychisme que ça peut avoir, les prises de conscience. Et tu parles donc de médecine de la parole, avec notamment, tu parles de Carol Ampowi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce terme que je trouve vraiment très beau, médecine de la parole? Oui, alors en fait, c'est rigolo parce que j'ai toujours cru que ça venait chez Carole, ce mot. Et puis en fait, elle avait l'air d'être surprise en me disant que ça venait pas d'elle, mais... c'est une femme donc, que j'ai rencontrée en 2005. Non, en 2015. C'est ça, en 2015. Parce qu'elle transmettait le conseil des anciennes des 13 lunes. C'est une sagesse, on va dire, amérindienne autour de la féminité. Et puis là, je retourne cette année, donc 2023, je suis retournée la voir plusieurs fois
dans ce cercle, toujours autour de ce même enseignement. Et en fait, c'est vrai que ça vient, je pense, des Amérindiens, mais peut-être de tous les peuples qui se réunissaient en cercle pour parler. Il y a vraiment une médecine dans le fait de raconter son histoire, une médecine, c'est-à-dire des effets thérapeutiques, même si un cercle de parole, c'est pas un espace thérapeutique. Donc en fait, si on a besoin d'un espace thérapeutique, c'est pas le lieu. Mais le fait d'entendre les histoires des uns des autres, tout ce qu'on vient de dire, ça a des effets thérapeutiques. Et du coup, j'aime bien ce terme de médecine de la parole, même si je trouve qu'il mérite d'être explicité. Mais voilà, il y a vraiment une forme de soulagement, de mieux-être, parfois de guérison, qui peut avoir lieu en racontant son histoire, tout simplement. Et il y a aussi une notion qui me semble importante, il y en aurait plein, bien évidemment, sur plein de choses à dire sur les cercles de parole, mais il y a une notion aussi par rapport aux différences d'âge qui m'a beaucoup marquée dans les différentes formations de yoga ou les stages, développement personnel, ainsi de suite, que j'ai pu faire. J'ai toujours remarqué qu'il y avait des femmes de tous les âges à chaque fois, et ça m'a toujours bluffé de voir à quel point je pouvais me retrouver, peu importe les âges, en fait, qu'il n'y avait pas de frontières, et en fait une femme qui avait 60 ans pouvait très bien plus m'en apprendre que la voisine à ma droite qui avait mon âge. Et c'est vrai que je trouve ça très beau, ce mélange de générations où en fait il n'y a pas de limite par rapport à ça. Est-ce que toi tu continues à le voir, ça, ce mélange de générations? Alors c'est vrai que j'ai quand même eu souvent dans les cercles des femmes plus ou moins de mon âge finalement. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il y a toujours des femmes de plusieurs générations et c'est super riche. Et c'est là cette diversité dont tu parles, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, je côtoie dans les cercles des femmes que je côtoierais pas dans ma vie habituelle, et cette richesse, elle vient de là. Même si, quand même, on va dire que ça s'adresse, voilà, enfin, non, bon, il y a cette diversité. Peut-être qu'il y a une partie de moi qui aimerait qu'il y ait encore plus de diversité, tu vois. Mais c'est vrai que c'est riche, même tout simplement en termes de féminité, justement. C'est-à-dire d'entendre des femmes, par exemple, pour parler de leur préménopause, de la ménopause, pour moi, ça a été aussi une manière de pouvoir me projeter dans la suite de ma vie de femme, et d'avoir des modèles, et une manière, en tout cas, d'avoir des discours. Et un dernier aspect qui me semble assez important, pareil, d'aborder, c'est tout ce côté confidentialité aussi, qui est hyper important dans les cercles de femmes. C'est vrai que je me rappelle les premières fois que j'ai fait ça, des fois j'avais envie de raconter à des copines comment ça s'était passé, mais en fait, j'ai très vite compris que non, ce qui se passe dans le cercle reste dans le cercle, et c'est justement ce qui permet aussi, on l'abordait tout à l'heure, tout par rapport à ces sujets peut-être parfois un peu tabous, un petit peu difficiles, où en fait on sait que c'est un espace safe, vraiment en sécurité, où on sait que la parole ne sera pas trahie, et ce qui est au cercle est au cercle. Oui, et ça permet du coup de pouvoir dire des choses qu'on ne dirait pas ailleurs, parce qu'on sait que cette confidentialité, elle est respectée. Je pense que ça fait vraiment partie du sentiment de sécurité, c'est tout à fait ça. Et alors moi je dis toujours qu'on peut raconter ce qu'on a partagé nous, et puis s'il y a vraiment, parfois il y a des histoires de femmes qui nous touchent vachement et on aura envie de les raconter à d'autres parce que ça peut être inspirant. L'idée c'est de pouvoir le faire en faisant en sorte qu'on ne sait pas de qui il s'agit, on n'aura pas donné d'éléments de contexte, et donc parfois il y a aussi des clés. Ça justement c'est Carole qui dit ça, Carole Ampoui, elle dit que en fait, comme on est reliés en tant que femme, il y a quelque chose qui fait que si une femme vit une expérience, on n'est pas tout obligé de la vivre. Et donc parfois, de savoir que cette femme a vécu ça, de pouvoir le raconter, le partager, c'est enseignant pour toutes en fait. Et ça me parle, je le vis pas mal ça. Et justement, toi, tu fais ça depuis maintenant plus de 15 ans. C'est vrai. Est-ce que tu sens une évolution au cours de ces cercles? J'imagine que déjà... Forcément, chaque cercle, doit être différent. Mais est-ce que tu vois une différence entre les cercles que tu tiens aujourd'hui et les cercles que tu tenais il y a 15 ans? Je pense que cette différence, elle est surtout liée à moi, à mes centres d'intérêt, à ce que j'avais envie d'amener dans ces espaces. C'est vrai qu'au départ, pour moi, vraiment ma question de départ, c'était c'est quoi ma valeur en tant que femme? Si je suis pas juste un être humain comme tout le monde, ou si je suis pas une guerrière, comme on m'a demandé de l'aide, comment je peux valoriser ce corps, ce cycle, mon parcours de maternité. Enfin, tout ça, c'était des questions qui étaient très présentes pour moi au début, quand je suis arrivée dans les cercles.
qui sont plus tellement des questions pour moi aujourd'hui. Donc du coup, j'ai l'impression que, on va dire, les grandes thématiques, elles peuvent évoluer, mais je pense que c'est plus parce que moi, peut-être j'ai entendu autre chose, je mets mon focus ailleurs, je sais pas trop. Ouais. Et tu expliquais aussi, tu l'as rapidement mentionné tout à l'heure, les tentes rouges. Donc ça que tu as créé à Paris aussi. Donc c'est un type de cercle de femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, il y a un livre qui a été écrit par Anita Diamond qui s'appelle La Tente Rouge, fin des années 90, où elle invente une histoire en faisant croire que c'est une histoire qui se passe au temps de la Bible, d'un héritage matriarcal où les femmes se réunissaient dans ces huttes de menstruation, donc dans cette tente rouge entre femmes. Ce roman, il est basé sur une réalité historique où on a retrouvé dans beaucoup de sites archéologiques des huttes de menstruation, justement où les femmes se retrouvaient. Et donc il y a comme la conscience comme ça de cet héritage passé, et puis là-dessus, il y a des courants, notamment aux États-Unis au départ, de tentes rouges qui se sont développés, d'espaces vraiment de parole et de ressourcement pour les femmes. Et directement, en fait, j'ai rencontré plusieurs femmes qui ont créé ces tentes rouges aux États-Unis et je faisais partie de cercles de parole de femmes en France. Et du coup, de les rencontrer, ça m'a donné envie de me relier à elles, à leur mouvement et de me dire, moi aussi, je vais créer une tente rouge. À Paris, c'était la première, donc voilà, c'était la tente rouge de Paris. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, il y en a partout en France. Hein. Les premières femmes à avoir amené cette tente rouge en France, c'était les doulas. J'en ai des doulas en 2008. Finalement, la tente rouge, c'est un cercle de femmes où les femmes ont une conscience, puisqu'il y a ce terme rouge, que le sang menstruel et la dimension cyclique de nos menstruations nous relie entre nous, les unes les autres, mais aussi nous relie à la Lune. Donc il y a, je dirais, cette dimension-là. Voilà. Et j'aime beaucoup parce que dans ton livre, tu dis, ça fait écho avec le podcast, tu dis donc que cet espace protégé, posé sur la Terre, il invite déjà au voyage celui que nous faisons à l'intérieur de nous le temps d'une soirée ou d'un stage. Et je trouve que ça fait bien écho à tous ces cercles de femmes où des fois, à la fin d'un cercle, on se dit, mais waouh, quel voyage. Oui, c'est vrai. En fait, c'est vraiment cette curiosité vers l'intériorité. Voilà. Alors, je crois que dans nos vies quotidiennes tellement sollicitantes, actives, etc., en tout cas moi, si je me crée pas des espaces où je sais que je vais m'asseoir, juste écouter, me mettre à l'écoute de moi, je le fais pas en fait. Enfin, je le fais peut-être dans des moments de méditation mais je le fais assez peu. Et là, on parlait beaucoup de cercles de femmes et je me répète, je sais qu'il y a aussi ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a des hommes qui nous écoutent. On ne vous oublie pas. Et ça aussi, j'ai l'impression que c'est assez récent ces dernières années de voir des cercles d'hommes apparaître. J'ai vu en plus la petite synchronicité, t'en parlais il y a quelques jours sur ton compte Instagram, où je trouve ça très beau aussi de voir donc que ça évolue. Il y a notamment le Mankind Project, donc une organisation non gouvernementale internationale où le but c'est d'aider les hommes à s'éveiller à leur pleine maturité d'homme. Et est-ce que ça, t'en entends parler donc plus aussi? Qu'est-ce que t'en penses de ces cercles d'hommes qui voient le jour? En fait, moi, le premier psy que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans, c'est Christophe Depierre qui a amené le Mankind Project en France. Donc en fait, moi, j'ai découvert à la fois le travail thérapeutique et au départ, grâce à lui, les cercles mixtes de travail émotionnel. Mais très vite, en fait, lui, du coup, il m'a très vite dit, va voir ce qui se passe dans les cercles de femmes. Donc en fait, j'ai rencontré en même temps les cercles d'hommes, les cercles de femmes et la thérapie. Donc je sais pas si ça se développe. Enfin, en tout cas, ce mouvement-là, Mankind Project, c'est un mouvement qui existe du coup depuis 20 ans en France, un peu plus peut-être, 25 ans. Qui ne fait que croître, mais qui a toujours été quand même vachement actif. Je crois qu'en fait, on souffre tous de ce mythe de la virilité, de ce patriarcat qui dit aux petits garçons qu'il ne faut pas pleurer s'ils veulent devenir des hommes. Donc, même si on le sait bien, dans les espaces de développement personnel, il y a plus de femmes, il y a aussi beaucoup d'hommes en fait, qui ont besoin de déconstruire ça. Et ouais, je crois que c'est vraiment des espaces hyper précieux pour partager sa vulnérabilité justement, et aussi du coup d'avoir d'autres manières de rentrer en lien, vraiment on va dire de fraternité, où il n'y a pas de compétition, où il y a pas, alors il y a
il y a de la remise en intégrité, on pourrait dire, le regard des uns et des autres qui nous invite à tenir notre parole. Mais ouais, dans quelque chose qui serait totalement plus ouvert, en fait, et connecté à l'émotionnel. Et du coup, ou par exemple, là, pour rentrer un tout petit peu plus loin, mais où on va dire que la colère, chez les hommes, c'est quand même une émotion qui est assez taboue, parce qu'assez vite, elle va dériver vers la violence. Donc en même temps, comme elle est taboue, elle est contenue, mais du coup, elle sort vraiment de violence. Et donc, il y a tout un travail à la fois sur comment se réapproprier cette colère pour qu'elle soit au service de quelque chose qui est plutôt sain. Et puis, la tristesse. On disait, il ne faut pas pleurer quand tu es un homme. Donc, on va dire 2 émotions de base hyper importantes. Voilà, dans ces espaces, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui peut être fait autour de ça pour que ça soit vécu plus simplement, en fait. Et j'encourage vraiment les hommes à tenter l'expérience aussi. Je pense notamment à Chris Hodge, je ne sais pas si tu as entendu parler de lui, il est assez présent sur les réseaux. Il a lancé un podcast qui s'appelle L'éveil du masculin. Donc c'est un podcast pour les hommes, j'ai envie de dire. C'est vrai que l'univers des podcasts, on ne va pas se cacher, est quand même très féminin pour tout ce qui va toucher au développement personnel. Et voilà, cet homme, il lance enfin... Enfin, il y en a qui existent déjà, mais c'est vrai que je trouve qu'on voit ça un peu plus mis en lumière, il fait des retraites entre hommes, des retraites avec des hommes, et je suis contente de voir ça arriver. Et justement, on parlait donc de cette vulnérabilité, et bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas mentionner ton livre Vulnérable aux éditions Le Duc en 2021, où tu expliques que là je vais beaucoup te citer la vulnérabilité. Donc tu expliques que c'est cet état émotionnel si inconfortable et dont notre société ne sait que faire. Et tu l'évoquais à plusieurs reprises dans cet épisode. C'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi faire, en fait, même s'il y a des cercles, qu'on peut aller en parler. Quand on est chez soi, comme tu l'expliquais, tu disais, si tu ne te poses pas, tu ne peux pas trop ressentir cette vulnérabilité. Là, je me dis, ça va faire à peu près 2 ans que tu as sorti ce livre. Est-ce que ça a cheminé depuis toute cette vulnérabilité ? Forcément, moi, j'ai un tout petit... Enfin, je regarde les choses depuis mon point de vue et j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu plus et que... je pense qu'il y a quand même une évolution qui va dans ce sens. Voilà, même si probablement c'est assez marginal et que c'est pas encore... je pense que c'est pas si facile que ça, parce que c'est un sujet qui demande un peu de délicatesse, c'est-à-dire que le but, c'est justement... on assiste beaucoup plus, évidemment, à ces courants féministes qui permettent aux femmes de ne pas se sentir vulnérables, justement, et de se sentir fortes et d'être capables d'agir, et on a besoin de ça, en fait. Et bien sûr, en fait, pour moi, la vulnérabilité, c'est un ingrédient qui ne doit pas manquer à, justement, cet empuissancement des femmes et cet empowerment, je ne sais pas comment dire en français, mais parce qu'il est essentiel, mais en même temps, bien sûr que ça reste un sujet, on va dire, un peu annexe aujourd'hui, ou un peu en plus, parce que déjà, c'est-à-dire quand on est vraiment dans sa vie, je ne sais pas autonome, sous emprise, en fait, on ne peut pas du tout explorer sa vulnérabilité. Enfin, je dirais que c'est peut-être un peu comme une deuxième étape. Après, une étape où on va plutôt nourrir ses capacités, ses ressources, son autonomie, sa puissance, sa valeur, alors on va pouvoir plus facilement aussi intégrer que cette vulnérabilité elle est essentielle pour ne pas être complètement, justement, des guerrières hyper dures, hyper froides, hyper détachées. Et en même temps, on va dire, en tout cas, sociétalement, c'est pas si simple que ça de faire de la place à ce sujet, je pense. Et tu expliques dans ton livre que quand on est enfant, on arrive à accueillir cette vulnérabilité, que tu dis qu'il la respecte, qu'il la laisse faire son travail sacré. Et tu te poses la question dans le livre, à quel moment on a arrêté, en fait, d'accueillir cette vulnérabilité, parce que je le vois, j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants, et c'est vrai que... j'ai l'impression que maintenant, de nos jours, ne serait-ce que par rapport aux enfants, on les laisse beaucoup plus qu'avant exprimer cette vulnérabilité. C'est-à-dire, si un enfant n'est pas bien, s'il est triste, on ne va pas lui dire « va au coin, arrête de pleurer », mais plutôt chercher à lui dire « Ok, pourquoi est-ce que tu es triste ? Explique ta tristesse. » Et ça,
on l'a pas eu peut-être nous à l'époque en fait. Oui, je pense qu'il y a quand même du travail sur l'intelligence émotionnelle, justement, sur le fait qu'en fait, écouter l'émotion de ses enfants, ça les aide à mieux les vivre. Donc, ça, aujourd'hui, je pense que c'est assez commun. Le risque, ce serait peut-être de trop les écouter, justement. Mais oui, c'est sûr qu'en ça, je pense que c'est vraiment un progrès. Et tu parles aussi que la vulnérabilité, c'est la clé d'une vie plus vaste. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça, c'est Brené Brown, donc la sociologue américaine qui a beaucoup travaillé là-dessus. Elle a fait des recherches sur la honte et la vulnérabilité pendant des années. Je pense que tes auditeurs, ils connaissent, mais s'ils ne connaissent pas, je vous invite à aller écouter son TEDx sur le pouvoir de la vulnérabilité, justement. Et elle explique qu'en fait, dans ses recherches, ça paraît assez logique, mais elle s'est rendue compte que les gens qui vivaient vraiment des relations significatives et donc de la richesse dans les liens et dans la relation, c'était des gens qui étaient capables de se montrer vulnérables. À la fois de pouvoir dire je t'aime en premier, mais aussi de pouvoir dire ce qui nous fait peur. Et donc, en fait, la vulnérabilité, elle est vraiment au service de la relation. C'est aussi pour ça que dans les cercles, il y a quelque chose de la profondeur qui se met en place parce que tout le monde joue un peu ce jeu. Donc, on n'est pas dans un truc un peu lisse de la surface qui dit tout va bien. Et là, du coup, c'est aussi un cadeau qu'on fait à l'autre de se montrer vulnérable. Donc, ça renforce la confiance. Ça a vraiment de l'impact dans nos relations. Et ça demande aussi beaucoup de courage, tout comme on le disait tout à l'heure. Ça demande du courage aussi de se dire, un jour, je vais aller à un cercle de parole. Et on retrouve un peu ça aussi avec la vulnérabilité, se dire, j'ose, tu expliques dans le livre, j'accepte de me sentir vulnérable, j'accepte de quitter l'armure. On enlève tous les masques, tu expliques, et c'est là qu'on se regarde en face, qu'on regarde nos parts d'ombre. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Ça aussi, se dire, en fait, tout se lie un petit peu avec ce qu'on disait par rapport aux gens qui se lancent dans une thérapie, c'est se dire, tout comme les Argentins dont on parlait aussi tout à l'heure, c'est se dire, ok, j'ai le courage d'aller affronter mes parts d'ombre, et cette vulnérabilité qui se glisse là-dedans aussi au final. Oui, ça demande du courage, exactement, d'arrêter de lutter d'une certaine manière, d'arrêter de faire semblant, ou de se dire, oui, en fait, je sais pas, je doute, j'ai peur, je me sens nulle, je sens que je vais pas mettre une énorme carapace entre moi et l'autre. Ça demande du courage. Et on arrive à la fin de ce podcast, donc pour conclure, j'aimerais bien terminer sur, tu disais, les larmes nous libèrent. Je trouve que tu en parles, mais je me répète, mais tellement bien, tu expliques, c'est la mise en route qui coûte le plus, la première larme qui cache derrière elle l'océan. Et tu parles aussi de l'expression pleurer comme une madeleine. Donc comme on sait, j'adore tout ce qui est expression. Est-ce que tu peux nous parler des origines de cette expression ? Je ne sais pas si les auditeurs et auditrices connaissent l'origine de l'expression « pleurer comme une madeleine ». Tu vois, c'est rigolo parce que tu me posais une question et maintenant je ne sais plus. C'est vrai ? En fait, c'était Marie qui aurait versé des larmes et des larmes. Bon, j'avoue, j'ai un peu plus creusé que ce que tu expliquais dans le livre, mais c'est donc Marie qui aurait versé des larmes Marie-Madeleine, des larmes aux pieds de Jésus et l'expression vient de là, en fait. Donc ça, c'est le moment où elle le rencontre et où, du coup, elle vient laver ses pieds. Voilà, oui, pardon. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça, avec ses larmes et ses cheveux et aussi ses onguents. Donc il y a quelque chose de... En fait, du coup, quand tu évoques cet événement, évidemment, probablement que c'est en lien. Je ne savais plus mais c'est aussi, du coup, pour moi, ce pouvoir, en fait, des femmes, ce pouvoir qui est en lien avec l'eau. L'eau des larmes qui est à la fois l'eau de la vie, l'eau matricielle, et aussi l'eau de la purification. Il y a quelque chose où... on le voit, les femmes, elles pleurent peut-être plus facilement. On le sait aussi, de par notre culture, évidemment, c'est pas biologique. Mais il y a, dans beaucoup de contes, les larmes, elles ont un pouvoir magique, un pouvoir guérisseur. On va en faire un produit particulier. Et donc, je crois que c'est vraiment cette capacité aussi, justement, d'être connecté à son cœur et de pouvoir transformer une chose depuis cet espace-là du cœur. J'espère que ça va donner envie à l'audience d'accueillir encore plus cette vulnérabilité. Bien évidemment, je mettrai les références de ton livre Vulnérable. Et je te le disais tout à l'heure en off, je l'ai lu quand il est sorti en 2021. Et pour préparer ce podcast, je l'ai refeuilleté.
Et je me dis, mais je vais le relire parce qu'en fait, je sens que... Bon, là, c'est un peu la minute où je parle de moi, mais où je sens que la vulnérabilité, elle évolue beaucoup aussi. Parce que c'est vrai que la première fois que j'ai lu ton livre, je me suis dit, ah oui, donc je suis pas la seule à ressentir ça et ça. Et là, je me rends compte, 2 ans après, le cheminement fait son travail. Et donc, j'invite les gens à lire ce livre. Et pareil, pour les cercles de parole, je mettrai des références. Est-ce que toi, tu continues à en faire des cercles de parole à Bordeaux ? Oui, j'en fais un engagé sur l'année qui commence au mois de mars. Et après, j'en fais ponctuellement. Ouais, c'est vrai que là, je lance un cercle mixte aussi. Donc, bon, je vais pas en faire beaucoup. Mais il y en a des cercles sur Bordeaux et ailleurs. Ouais, il y en a beaucoup. Donc, je mettrai des liens et j'encourage vraiment les gens à tenter l'expérience. Est-ce que tu aurais un petit coup de cœur du moment, peut-être un film ou un livre que tu as lu récemment que tu aimerais partager ? Oui, alors j'ai lu un livre là, ces derniers temps, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, un livre de Jennifer Kerdel, qui s'appelle « Le mari de nuit ». Cette femme, elle est anthropologue et elle a étudié les rituels mortuaires un peu partout dans le monde. Et en plus, elle a une histoire de vie particulière parce que son premier mari, je crois, ou peut-être c'est son compagnon, je ne sais pas, mais qu'elle avait quand elle avait 18 ans, est mort d'une overdose presque devant elle. Donc, à la fois, elle partage un peu de cette histoire. Bon, quand elle écrit le livre, elle en aura plutôt 35. Donc, il y a un peu la mise à distance de cet événement. Mais aussi, du coup, toutes ces recherches de comment, dans plein de cultures, quels sont les rites funéraires, pourquoi ces rites, comment on devient un ancêtre. Et j'ai appris vraiment beaucoup de choses dans ce livre. Ça m'a pas mal fascinée. Donc, voilà, Le mari de nuit de Jennifer Kerdel. Super, t'es allée découvrir. Merci, je mettrai la référence. Et pour ma part, ça fait un peu écho aux larmes. Moi, les dernières larmes que j'ai versées, c'était à la fin d'un reportage qui s'appelle Nos terres inconnues, avec Raphaël de Casablanca. Et là, il a récemment invité Sabrina Ouazani, l'actrice et comédienne. Donc, ils sont partis en Guyane. Et la fin de l'épisode... où ils font un résumé un peu de toute cette aventure qu'ils ont vécue. J'ai trouvé ça hyper touchant. Et justement, l'actrice, devant ces gens qu'elle connaît à peine, je pense qu'elle ose être vulnérable, justement. Et je trouve ça hyper beau. Et on apprend plein de choses sur la Guyane. Et d'ailleurs, je croise les doigts. Je lui ai envoyé un petit mot. J'aimerais beaucoup la recevoir au micro pour qu'elle nous raconte cette expérience. Donc, osons être vulnérables, si on peut dire, pour conclure. Donc, merci beaucoup, encore une fois. C'est passé super vite et je suis ravie qu'on ait pu enfin se rencontrer et de partager ton message aux auditeurs, auditrices. Et encore une fois, j'encourage beaucoup à lire ton livre qui peut-être donnera un petit coup de pouce justement à celles et ceux qui ont envie de se lancer avec leur vulnérabilité. Donc merci Camille. Merci à toi. À bientôt. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.